Bonsoir à tous, un tout petit peu plus présent en présentiel. Aujourd'hui, voilà, on va parler des monorepos, un seul repo pour les gouverner tous. Donc voilà, moi, je suis Maximilien Gillet, développeur plus front-end chez Alltech, actuellement à la Massif, en mission. Et donc, bienvenue chez TurboCorp, notre super entreprise fictive. Euh, Vous êtes les nouveaux arrivants, super, incroyable. Et chez TurboCorp, on a beaucoup de projets, surtout en front-end, mais un petit peu partout. On a un site vitrine, on a une application SaaS, une application mobile avec React Native pour interopérer avec tout ça, la documentation qui va bien, des composants qu'on essaye de partager tant bien que mal. C'est déjà pas mal, on a beaucoup de choses. Euh, Il y a beaucoup de choses. Du coup, on a du copier-coller, des dépendances, c'est assez compliqué, beaucoup de versions, des incohérences. La documentation, elle n'est pas forcément à jour. L'application React native, elle n'est pas forcément à jour avec les derniers composants qu'on a sur le SaaS en web. Compliqué. Euh, donc, pourtant, on a essayé de faire les choses assez bien. Chaque projet a ses dépendances, avec des versions, tout ça. On essaye de s'y retrouver. Et par contre, on doit gérer un registre bien à nous, qui nous permet d'avoir nos composants à nous, bien à l'abri. Euh, c'est aussi un problème pour les versions, parce qu'on a plusieurs versions pour chaque librairie. C'est compliqué de suivre les hotfix, les évolutions, tout ça. Euh, on doit tout le temps vérifier, il y a des incompatibilités, tout n'est pas à jour en même temps, c'est compliqué. Des problèmes. Donc, du coup, actuellement, ce qu'on a, c'est plusieurs repos qui gravitent autour euh, d'un stockage type Nexus, Artifactory, qui nous permet de centraliser les builds et d'avoir notre propre NPM, en fait, tout simplement. Euh, voilà. Chaque application est aussi dessus, et chaque application utilise une version de chaque librairie. Compliqué, compliqué. Et c'est cool parce que ça permet aux équipes, aux différentes équipes, de choisir les librairies qu'ils utilisent, de gérer eux-mêmes leur déploiement, chacun son timing, ses versions. On peut travailler chacun de son côté, tout ça c'est cool. Mais du coup, c'est très difficile de partager du code, comme on a vu, avec différentes versions. Des fois, il y a du copier-coller, on sait pas trop. Les dépendances, c'est pas simple. Et on a aussi des pratiques qui sont peut-être pas homogènes. Ça dépend de la culture interne, mais voilà, on a peut-être des librairies externes qui sont utilisées par certains projets, mais pas d'autres. Voilà, avec cette petite citation incroyable. Si on va plus vite, ensemble on va plus loin. Donc, vient une idée farfelue si on mettait tout au même endroit. Si tout le monde contribuait au même truc. Euh, En fait, on prend nos applications et puis on met tout dans une librairie. Et après, toutes nos applications utilisent ça. On a plusieurs repos. Et après, on a la possibilité de faire un monorepo. Donc, c'est-à-dire qu'on a un seul repository et à l'intérieur, on a toutes nos applications, nos librairies, on met tout ensemble dans un seul projet Git. Tout est à sa place, enfin, tout est ensemble. Donc, juste colloque. Pas tout à fait, puisqu'on a après la possibilité de découper. Donc initialement, on a ça. On a un monorepo de manière monolithique, donc on a juste nos applications, on les met. Dans nos applications, on a nos librairies qu'on repartage entre elles. Et voilà, c'est assez arborescent comme ça. Et on peut avoir une façon un peu plus modulaire, donc en extrayant totalement tout ce qui est librairie, code partagé, composants, tout ça, pour avoir d'un côté nos applications et de l'autre une librairie globale avec tout ce qu'on peut, tout ce qu'on peut partager, tout simplement. Donc ça apporte quoi tout ça? Eh ben, on a des changements qui sont atomiques. Donc tout est testé en même temps. Les breaking change de version, ça n'existe plus. Euh, Puisqu'en fait, si on modifie dans la librairie et qu'on lance les tests, ça va lancer les tests sur tous les projets. Tous les projets auront la même version et soit ça passe ou soit ça casse. Donc voilà, une seule version, la dernière. Il n'y a pas d'histoire de est-ce que j'ai appliqué le hotfix, est-ce que je ne l'ai pas mis, est-ce que je suis sur une feature antérieure ou une version majeure différente. Et on a une image de son code à l'instant T. Donc c'est-à-dire que on a une photographie de notre infra, de notre code.
Donc on sait que ce code-là fonctionne, tout marche ensemble. Et si on ajoute un nouveau projet, bah, super facile, parce qu'en fait, tout est déjà configuré, toutes les librairies sont là. La CI/CD, généralement, on essaye de faire en sorte que ça marche. Il y a 2-3 lignes potentiellement ajoutées, mais rien de particulier. Il n'y a pas de bootstrap à faire, quoi. Et puis c'est plus facile de collaborer, parce qu'on a une cohérence de tous nos outils, de toutes nos librairies, qu'elles soient internes ou externes. Et il n'y a plus d'histoire de repository un peu caché à trouver. Alors ça marche sur les grosses structures où on a beaucoup de repos. C'est pas toujours facile. Est-ce qu'on a les droits sur Git ou pas? Là, c'est facile, tout est au même endroit. Le problème dans tout ça, c'est que c'est quand même vachement lent. Donc là, par exemple, si on a notre application web, notre package avec tout ce qui est petit utilitaire et tout ça, et notre site de documentation, et ben on voit que il build super lentement. Donc typiquement, si on fait notre pipeline de déploiement avec un lint, un test, un build, on va avoir un fonctionnement séquentiel. Donc chaque projet en fait à l'intérieur du repo va faire ses étapes, mais en séquentiel. Donc, ça nous prend beaucoup de temps. Et comment y remédier à tout ça? Eh ben, c'est facile. Je vais prendre l'exemple de TurboRepo. Alors, TurboRepo, c'est beaucoup axé front-end. Il y a des alternatives full stack sur d'autres langages, d'autres technos. Voilà. On en parlera plus tard si besoin. Donc, qu'est-ce que ça promet? Ça promet bah, des builds incrémentaux. Donc, on a un système de cache qui est assez avancé, qui nous permet d'avoir juste, de manière incrémentale, ce qu'on change avec toute l'exécution qui va être esquivée, sauf ce qui nous intéresse. L'exécution en parallèle, donc ça nous évite le schéma qu'on a vu tout à l'heure. Le cache, on peut le partager entre les machines, ça c'est super intéressant. Au lieu que chacun ait son cache en local sur son poste, on peut le partager sur un réseau entier. Donc c'est-à-dire que le nouveau collègue développeur qui arrive avec sa nouvelle machine toute neuve sortie de l'emballage, il a déjà le cache de son collègue qui a buildé l'application il y a 10 minutes. Et donc là, il n'y a pas un premier init qui prend super longtemps où il faut tout lancer. On peut gérer des pipelines, un peu comme GitLab, GitHub, et on peut gérer les packages, générer les packages, pardon, directement. Donc comment ça se traduit? Eh ben, en fait, c'est facile. On prend nos trois applications qui mettent respectivement 110 secondes, 90 secondes et 140 secondes à build. Et au final, on met tout ça, et avec la pipeline et le cache, on arrive à un build à 80 millisecondes, ce qui est pratiquement instantané en fait. Et donc pour l'expérience de développement, c'est un changement total. On a aussi la parallélisation des tâches, comme on a vu. Donc là, surtout, typiquement, le lint et le test n'ont pas besoin d'être lancés séquentiellement. On peut les lancer en même temps. Donc typiquement sur le web ou la documentation ici. Et on gagne énormément de temps. Et donc comment on fait? En fait, typiquement, on commence avec ça. Donc on a un repo avec notre site web, un repo avec notre doc, et un repo avec notre app, notre SaaS par exemple. Donc chacun a son petit package JSON parce qu'on est en front-end. Et qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement, eh ben, on crée notre monorepo. Dedans, on fait un dossier apps. Après, on peut le gérer comme on veut, la structure. Donc dedans, on met notre appli, notre doc, notre web. Et on a un package qui est global à tout ça, sachant que chaque application garde la souveraineté de ces packages. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, la deuxième étape, c'est de migrer tout ce qui est partagé dans, par exemple, ici on crée un packages avec shared pour les choses qui sont partagées. On peut mettre components, on peut mettre utils, enfin voilà. Et ensuite, on a un package JSON qui est un peu, bon, je vous épargne, mais globalement, on utilise la ligne de commande turbo qui permet de gérer tout ça et répercuter tout ce qu'il faut. Et ensuite, voilà, on a ce dont je parlais tout à l'heure, on a une pipeline, donc avec le build, on peut définir des dépendances, définir des steps de déploiement,
définir des steps de test, de lint, voilà. On peut dire qu'on n'a pas besoin de cache ou que ça persiste. Et si je fais un breaking change, comment ça se passe? Donc imaginons j'ai une librairie qui est partagée avec plusieurs applications. Si je dois casser un truc, comment on fait? Et ben en fait, c'est pas un problème. Donc on a trois approches. Soit on fait une PR énorme où on va partout dans tous les projets changer l'implémentation, plus ou moins compliqué. Revenir à une gestion des versions, bon, c'est un peu dommage. Donc c'est-à-dire sur une API, peut-être, on peut faire une API V2 ou V3, voilà. Ou on peut utiliser des dépréciations, tout simplement. Et donc comment on fait? Alors là, c'est une implémentation en JavaScript, typiquement. Et en fait, avec le JSDoc, on peut dire add deprecated, puis on écrit toute notre petite documentation. Et on peut mettre un wrapper ou juste mettre un console log, voilà, en disant attention, c'est pas bien. On peut faire aussi une méthode avec un wrapper qui s'appelle, on a appelé obsolete. Et donc en fait, c'est juste un wrapper qui va prendre notre fonction de base et on peut lui définir une nouvelle fonction pour ensuite faire une petite tambouille interne pour faire en sorte de mapper les deux. Voilà, donc ça c'est des petites implémentations pour montrer un peu plus concrètement. Et maintenant, on va parler de pourquoi on pourrait ne pas utiliser un monorepo. Parce que, bah, comme toutes les solutions, en fait, c'est pas la solution miracle, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de bruit dans les PR si on fait des pull requests, des merge requests. Il y a potentiellement beaucoup de choses qui vont se passer dans une journée ou même dans une heure, suivant la taille des équipes, forcément. C'est une culture bien spécifique à mettre en place, puisque ça demande une certaine rigueur, euh, avec bah, justement des PR, faire en sorte d'avoir du code un peu découplé, tout ça. Justement, c'est une tentation très grande, c'est de coupler très fortement son code d'implémentation de ces librairies qu'on partage en interne. Et c'est pas adapté forcément aux trop grosses organisations. Si on a typiquement 100 développeurs qui bossent sur un même monorepo, ça devient vite compliqué. Et donc pourquoi pas faire un entre-deux? Pourquoi pas avoir plusieurs monorepos? Donc bah, l'avantage, voilà, c'est on prend les avantages et puis on réduit les inconvénients possibles. Donc on peut découper ça par technologie. Donc on peut avoir un monorepo spécialisé pour tout ce qui est front-end, comme on a vu, avec l'application, enfin le SaaS, le front-end du SaaS, l'application mobile, et autre, la documentation, tout ça. Ou alors par technologie. On peut prendre tout ce qui est JavaScript d'un côté, tout ce qui est Java de l'autre. On peut découper comme on veut. Et donc voilà. En retenir, en conclusion, ça permet d'unifier pas mal la technique avec les pratiques. Ça résout la problématique des librairies internes, surtout si on en a beaucoup, avec toutes les versions, tout ça. Mais c'est quand même pas une solution miracle. Il y a quelques petits défauts à prendre en compte. Voilà. Super. Place aux questions. Des questions, des remarques, des ajouts, ça peut être intéressant. Paul, qui pose une question, pour ceux qui sont à distance, c'est pour savoir si tu as creusé ce que tu appelles les bulles partagées, c'est-à-dire que vu que tu fais des diffs, j'ai Ouais. vu en particulier que sur ton package commun JSON, tu avais une option dev qui mettait une option no cache, donc je Mhm. suppose que derrière, il y a des notions aussi à creuser. Si tu peux en parler un peu plus. Il y a cette possibilité de cache partagée. Alors ça, c'est une fonctionnalité payante. Faut bien qu'ils se rémunèrent comme ils peuvent. Donc tout le projet est open source, tout ça, mais il y a cette partie qui est payante parce que c'est hébergé en fait sur leur serveur à eux. Alors Turbo, ça appartient à Vercel. Euh, et donc Vercel, en fait, vont mettre le cache sur leur serveur à eux. Et en fait, d'une machine à l'autre, on va récupérer le cache en ligne. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup plus creusé que ça. Euh, mais ça peut être une solution extrêmement intéressante, comme je disais, avec un nouvel arrivant qui a déjà directement. Voilà. Ou même très concrètement, l'utilisation d'une pipeline CI/CD sur de la CI, si on a un cache qui est partagé, ça peut être très bien.
Voilà. Ouais, je creuse ça moi-même. Ouais, je pense. Y a pas de souci. Sachant que voilà, aujourd'hui j'ai parlé de Turbo Repo, il y a d'autres solutions. Il y a Lerna de mémoire, qui est vraiment full stack, qui est beaucoup utilisé, qui est un peu plus ancien, qui est surtout utilisé dans le monde Java, tout ça. Et il y en a un autre qui est fait par Google, j'ai oublié le nom. Et c'est du même acabit. Les fonctionnalités sont pas tout à fait identiques, mais l'esprit de base est là. Voilà. Je sais pas si à distance il y a des questions ou pas. Finir une. Alors, moi, je suis plutôt côté back, voire même data. Donc, Ouais. voilà, c'est sur un autre plan, moins front, on va dire. Euh, dans l'idée, il y a cette idée de monorepo qui permet de build justement en synchronisé et non pas Ouais. en séquentiel. Ouais. Euh, il y a d'autres. Moi, ce que je vois, euh, alors, ouais, il y a cette idée de build, de test qui vont plutôt être faits en séquentiel, mais par exemple, pour une tâche, je veux dire, pour une app en particulier. Ouais. Après, on peut, dans un outil de CI/CD, je pense peut-être un petit peu plus classique, on peut peut-être créer plusieurs pipelines Ouais. différents qui vont eux-mêmes et eux vont s'exécuter peut-être en parallèle aussi. C'est ça. En fait, c'est un peu la même idée. Alors, je suis plus familier avec GitLab CI, mais sur GitLab, typiquement, tu peux avoir des arbres de dépendance entre tes différents steps. Et là, c'est la même chose. Alors, sur tout ce qui est un peu plus back-end, ça sera pas forcément Turbo Repo, mais il y a des équivalents. Voilà, comme je disais, Lerna, tout ça. C'est beaucoup utilisé. Ça fonctionne très, très bien. Et l'idée, en fait, derrière tout ça, c'est outre le fait d'aller plus vite, c'est aller plus vite pour avoir une meilleure expérience de dev. Mm. Puisque si au moindre changement qu'on doit faire, on doit attendre 30 secondes, dans le meilleur des cas, que tout se rebuild, tout ça, pour voir si on n'a pas tout cassé. C'est vite pénible et on perd beaucoup Mm. en, en vélocité et beaucoup en, comment dire, Mm. en côté agréable. C'est vrai que moi, je trouve derrière l'avantage de GitLab CI/CD, c'est justement cette intégration directe avec GitLab, même si c'est une fonctionnalité payante pour les repos privés. C'est ça. Le gros avantage, ça va justement être cette intégration complètement native, forcément Mm. dans GitLab, et donc cette idée qu'il y a cette automatisation et donc du build test et merge derrière. C'est ça. Exactement. C'est tout pour moi. Je sais pas si- C'est ça, c'est cool. C'est bon. Bon, bah voilà. Et ils ont bien entendu les questions, donc ça, c'est top. Je te laisse. Bon, bah super. Et ben, en vous souhaitant une bonne soirée, en espérant que vous ayez appris quelque chose, découvert une autre façon de gérer ces repos. Et voilà.